Bonjour et bienvenue à cette séance inaugurale des jeunes chercheurs de l'AIDC, organisée par ces différentes institutions de la faculté de droit de Melbourne. Je suis Jacqueline, je suis responsable du centre et c'est moi qui vais présenter avec Scott Stevenson et avec un autre professeur de l'école de droit de Melbourne. Et nous remercions l'Association internationale du droit constitutionnel. Nous remercions toutes ces personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui, ainsi que nos intervenants. Cet événement a demandé beaucoup de préparation. Nous avons commencé à y réfléchir en 2017, à la fin 2017, et nous pensions y arriver à le faire en 2020. Mais comme tout le monde le sait, les circonstances actuelles sont tout à fait extraordinaires. Et au lieu d'avoir une manifestation en personne, il faudra qu'elle soit virtuelle. Ceci nous permet d'avoir beaucoup plus de participants pour ce panel en particulier. Donc, pendant ce forum, nous aurons 26 intervenants qui ont été choisis sur 100 candidatures et nous remercions les 21 commentateurs et les intervenants qui vont nous partager avec nous leurs idées grâce aux 26 communications qui seront présentées ces prochains jours. Pour nous, c'est l'occasion de diversifier et l'exposition de ces jeunes chercheurs à toutes sortes d'aspects du droit constitutionnel. Et pour ce panel en question, nous voulons en particulier nous intéresser à une approche méthodologique du droit constitutionnel. Et nous allons commencer par présenter Adrienne Stott, qui est présidente de l'Association internationale du droit constitutionnel. Merci Jacqueline. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cet événement inaugural. Et il y a longtemps que je comptais sur ce plaisir. La création d'un forum particulier. Et donc, c'est en 2017 qu'on en a parlé. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir le réaliser aujourd'hui. Et nous remercions les facultés de droit qui nous ont aidés à participer à ça. Ainsi que donc les différentes personnes qui ont aidé nos chercheurs dans tous leurs aspects de leur vie académique, universitaire. Et c'est quelque chose que j'ai fait notamment, au début de ma carrière et nous souhaitons que notre association internationale permette de créer ces conditions. Donc le processus, pour, faire ces ateliers a commencé en 2019 lorsqu'il y avait beaucoup de réponses et je félicite, les participants qui vont avoir leur travail qui va être présenté dans les prochains jours. Nous étions censés nous rencontrer, en juillet 2020 à Singapour et pourtant, une année plus tard, la pandémie, nous empêche à nouveau de nous retrouver. Et donc, au nom de l'Association internationale de droit constitutionnel, je vous souhaite, le meilleur et j'espère que vous pourrez vous faire vacciner rapidement. Donc, je remercie également, Jacqueline et Scott Stevenson qui nous ont permis de pouvoir continuer notre travail en tant que chercheurs du droit constitutionnel et de permettre, de réaliser cet événement qui va se dérouler sur les prochains jours.
et je remercie tous les participants qui ont fait du travail pour, rendre cet événement possible. Je vais présenter maintenant notre, panel de discussion d'ouverture et donc nous avons plusieurs, intervenants et je vais rapidement les présenter. Nous allons entendre professeur Raoul Pagalangan qui, était juge, à la Cour pénale internationale et qui, vient donc des Philippines et qui est un ancien, collègue du co de notre association. Nous allons ensuite entendre parler de Kim Shepley, qui est, titulaire qui est professeur de la Lawrence Rockefeller de sociologie et d'affaires internationales à, la Princeton School of Public and International Affairs et elle a reçu donc plusieurs distinctions particulières. Ma collègue, à la Melbourne Law School, Cheryl Saunders, qui nous rejoint également et c'est une des anciennes présidentes de l'AIDC et elle, est un membre important de la communauté du droit constitutionnel et enfin, nous avons Kevin Tan qui est donc professeur en droit constitutionnel administratif à la National University of Singapore. Donc merci à vous 4 de venir pour partager vos opinions heu, sur les défis clés, méthodologiques et les courants dans le droit constitutionnel. Merci beaucoup, Adrienne. Je souhaite remercier et féliciter Adrienne, Scott et Jacqueline pour cette initiative et donc les participants, nos jeunes chercheurs. J'aurais aimé que ce soit disponible ce genre d'événement il y a des dizaines d'années. Donc je viens juste de terminer mon travail ici à La Haye en tant que juge et lorsque j'ai été élue en juin 2015, je pensais que le débat juridique le plus important, c'était de comment gérer la tension entre les cours internationales et la souveraineté nationale et notamment le principe de complémentarité puisque, la Cour pénale internationale était le dernier ressort. Mais, c'était une erreur de ma part. La réalité, c'est que les débats les plus importants, c'était en droit constitutionnel et particulièrement dans le bras de fer entre ce que j'appelle, les garanties constitutionnelles américaines, par rapport au process du droit et tout cela vis-à-vis de la notion européenne continentale de ce qu'on appelle les droits justes, à un procès. Donc je pensais que c'était juste un cas de comparaison entre les juridictions civiles, donc la tradition romano-germanique et la common law anglo-américaine et je pensais que c'était simplement différents termes pour la même chose. Mais la réalité, c'est que, nous pensions que le tribunal, de Yougoslavie était influencé par les traditions anglo-américaines et que la Cour pénale internationale, c'était l'occasion, pour les personnes en charge du droit continental de pouvoir régler les choses. Mais en réalité, il y avait encore une opposition par rapport au terme d'envoyer la mise en accusation qui était vue comme anglo-américaine. Mais nous devons commencer dans un cas pénal par mettre un document qui contient les accusations. Eh bien, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle le document qui contient les accusations ou en anglais DCC. Mais je dois vous assurer que ces débats maintenant se sont calmés, à partir du moment où j'ai, pu rejoindre, le tribunal. Et en effet, en 2016, j'ai présidé un cas qui impliquait donc un leader d'Al-Qaïda qui, faisait partie de la police religieuse et qui avait détruit des mosquées, des mausolées qui faisaient partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il appelait des coupables et au final, il avait des vidéos qui faisaient partie, qui me le montraient avec une hache pendant l'attaque. Et pour moi, c'était un élément de preuve objectif, par rapport à tout cela.
Donc il y avait plusieurs juges, il y avait un juge francophone, moi-même, ainsi qu'une autre personne. Et aujourd'hui, nous avons également, d'autres personnes qui, eux, n'ont pas plaidé coupable et qui sont dans un procès actuellement qui va durer sûrement 2-3 ans. Donc ce n'est pas seulement procéduriel. Lorsque, John Merriman dans, The Civil Law Tradition demande: «Qui est le protagoniste, dans le droit civil et dans la common law?» Eh bien, la perspective comparée nous dit qu'il y a différents rôles qui sont attendus des juges et des avocats et même des témoins, afin de pouvoir prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Mais aujourd'hui, c'est, de voir un petit peu comment ces différentes lignes disciplinaires, convergent. Donc ces débats sont aujourd'hui ouverts et reconnus, mais pour moi, ce que nous, faisions vraiment, c'était, un problème de droit comparé. Donc et des fois quand je dis cela, eh bien, je reçois des, regards bizarres. Mais, jusqu'à l'étendue où le droit civil et le débat de common law se déroulent dans des traités assez larges, eh bien, cela dépend vraiment d'une interprétation différentielle du langage des traités. Donc en réalité, ce débat, c'est une manière différente d'interpréter le langage de nos chartes qui gouvernent ces différentes choses, c'est-à-dire le statut de Rome. Mais même l'interprétation du langage statutaire, c'est-à-dire que, par exemple, si l'un ou l'autre des côtés tente d'aller vers le même but, eh bien, le fait de pouvoir trouver le sens du texte écrit, cela revient toujours à des différences, de justification, de techniques intellectuelles, puisque le droit civil se base principalement sur une pensée de droit naturel et la common law se base plutôt sur une version du réalisme légal. Donc je pense que c'est important pour nous de confronter la perspective comparée qui est utilisée. Donc je vais vous parler de mon deuxième point que j'appelle le double fardeau, des comparativistes asiatiques. L Donc les chercheurs en droit comparatif asiatique ont un fardeau supplémentaire. Donc ce n'est pas seulement de regarder les différentes lois quand elles existent dans différentes juridictions, mais de regarder également le phénomène de droit, par rapport aux différentes formes d'organisation sociale. Donc par exemple, de nombreuses constitutions postcoloniales ont adopté les mêmes principes directoires. Mais je dois dire que, pour la Cour suprême indienne, afin de montrer le pouvoir complet de leurs principes, eh bien, ils ont eu besoin de montrer leur pouvoir complet pour pouvoir utiliser ces principes. Et sinon, les constitutions asiatiques modernes ne font qu'emprunter le langage des démocraties libérales pour aller vers des buts, considérés comme illibéraux. Donc dans d'autres mots, les comparativistes asiatiques, pour, ces personnes-là, eh bien, une partie de l'analyse va devoir inclure le contexte historique ou anthropologique de ce phénomène juridique. Sinon, nous n'étudions le droit que comme un phénomène qui joue un rôle différent dans différentes juridictions. Donc enfin, mon dernier point, c'est donc je regarde le droit comparé de l'ASEAN afin de pouvoir comprendre les sociétés de l'ASEAN. Dans notre région, nous avons, tendance à nous focaliser sur ce qui est décrit par rapport, aux conflits réels. Donc par exemple, dans d'autres droits, dans d'autres domaines du droit, le domaine des droits humains, par exemple, parfois nous les regardons d'une manière qui peut diviser, les personnes. Eh bien, le droit comparé nous permet de pouvoir, regarder ces problèmes particuliers d'une manière différente, sans que cela devienne, explicitement politique. Je souhaite également, offrir
étude avec laquelle j'ai participé avec Jacqueline. Jacqueline, si vous vous rappelez de la liberté religieuse dans la Seine, bien sûr, nous n'aurons pas pu éviter ces ces problèmes très importants, notamment dans le domaine de la religion. Mais grâce à l'approche comparée, nous devions et il était nécessaire d'avoir une certaine distance en tant que chercheur et de pouvoir confronter ces positions en évitant le contexte dans le contexte qui est donné notamment hem, par les droits humains. Donc à présent, je veux inviter professeur Shepley et je Je vais vais partager partager mon mon écran avec les différentes présentations. Donc, pour cette transition, je vais également avancer les mêmes arguments pour de se plonger dans le débat politique, ce que je fais de temps à autre. Mais ce n'est pas ce qu'on fait en général dans le monde universitaire. Donc, je voudrais vous parler d'un phénomène qui se passe un peu partout dans le monde, où différents pays commencent à s'éloigner du modèle constitutionnel. Donc, un des grands sujets qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle la contre-constitution. Et en fait, c'est une façon d'aborder la constitution qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude. Donc, je vais déjà vous parler de la méthodologie qui est utilisée. Une constitution, c'est un champ d'idées qui, de temps à autre, sont rendues tangibles. En fait, c'est très audacieux de mettre ça par écrit quand on essaye de saisir les réalités du monde. Donc, ça n'est pas quelque chose que l'on peut tenir pour acquis. Dans les systèmes constitutionnels, lorsqu'il y a une correspondance entre une constitution, lorsque ça survient, en fait, les gens tiennent pour acquis qu'une constitution, ce sont des choses réelles. Et il y a la séparation de pouvoir. Et donc, c'est un cadre qui permettront à d'autres choses d'être tenues pour acquises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de tenir pour acquis? Imaginez que c'est une carte mentale. Tout le monde a une cartographie mentale. C'est un ensemble d'idées que l'on accepte et que l'on renforce au quotidien parce que d'autres personnes partagent le même point de vue. Par exemple, l'argent. Pourquoi est-ce que vous donnez à quelqu'un un morceau de papier? En fait, l'idée, c'est qu'il y a toute une structure légale par derrière. Et enfin, tout le monde le connaît et tout le monde sait exactement ce que c'est que de la monnaie. Et pour les institutions qui nous entourent, là aussi, il y a une base légale. Et c'est ça qui permet à cet ensemble de se tenir. Donc, il y a une intersubjectivité et c'est ce partage des mêmes idées qui nous permet de faire vivre de tels concepts. Donc, la Constitution, c'est une cartographie mentale particulière. Elle est détaillée parmi les juristes, mais elle crée également des choses dans le monde qui ont des choses légales. Mais pour les gens du commun, c'est une institution qui nous paraît réelle. La question, et j'aime beaucoup ce dessin, heureusement que je suis née dans ce pays et pas dans l'autre. C'est cette idée de citoyenneté, de nationalisme.
Donc en fait, ce sont des idées qui deviennent plus rigides, plus réelles. Et ça, c'est le contexte pour réfléchir à la Constitution. Alors, comment ça fonctionne une Constitution? Donc, encore une fois, c'est tenir pour acquis. On se dit pas ça le matin. C'est une des choses qui adviennent, on accepte. Donc, dans la société, on le voit un peu partout, une sorte de polarisation religieuse ou autre. Donc, certains groupes qui ne se font plus confiance. Et c'est là que les contre-constitutions, donc c'est là que ces contre-constitutions se constituent, se créent parmi les collectivités. Donc une question urgente pour notre époque, c'est qu'est-ce que c'est que ces contre-constitutions? Jacques Baldwin parle de la constitution de l'ombre, où ceci, c'est lorsqu'il y a des groupes dans la société qui qui veulent une autre façon de faire, une alternative. Et ces alternatives, ils les renforcent et ils en font une chose qui est tenue pour acquise et qui déstabilise. Et une fois que ce qui était tenu pour acquis est déstabilisé, les normes disparaissent et il ne reste plus qu'un droit positif. Et là, on se rend compte que la moitié du pays pensait comme Trump, par exemple. Donc, il y a un sens de perte de l'orientation et les normes disparaissent. Donc, les contre-constitutions, c'est très différent des remises en cause normales des constitutions. Là, évidemment, des juristes pourraient être en désaccord. Pour la plupart d'entre nous qui enseignaient le droit constitutionnel, donc on peut être en désaccord sur différents points de la Constitution. Mais en fait, on ne remet pas en cause la Constitution proprement dit, le fond même. Mais lorsqu'il y a une montée, on commence à remettre en cause des principes comme faut-il vraiment un contre-pouvoir? En fait, l'ordre constitutionnel est remis en cause et ça va à l'encontre de ce qu'on peut enseigner à l'université. Mais s'il y a un mouvement social qui se met à attaquer ces idées-là, là, c'est un autre monde. Ce que j'ai compris, parce que j'y réfléchis depuis longtemps, c'est comment est-ce que des constitutions qui paraissent solides peuvent être remises en cause et même démolies. Déjà, les contre-constitutions sont souvent ce que j'appelle des projets professionnels. Par exemple, en Hongrie, en Russie, ce sont des pays qui sont gérés par des juristes. Ils ont des équipes de juristes. Et en Pologne, en Hongrie, quand ils n'étaient pas au gouvernement, ils se sont mis à recréer un nouvel ordre dans l'espace constitutionnel. C'est donc un projet professionnel qui s'est ensuite disséminé plus largement. Parfois des partis se créent tout autour de ces idées, mais en fait, ça part souvent du haut vers le bas. Là, vous voyez ce dessin. Donc là, c'était dans les années 1880 et il y a 10 ans, il y a eu différents partis, dont le dernier, le Tea Party. En fait, tout ça est venu lentement au fil du temps, parce que lorsqu'il faut changer, il faut changer cette carte mentale qu'ont les gens. Donc il y a un fossé qui se crée au niveau social entre différentes cartes mentales. Et
ces groupes qui amènent les contre-constitutions se parlent entre eux et à partir de cette polarisation, il y a un changement dans la réalité et à la réaction sociale et l'interaction sociale. Et là, l'action est motivée. Et en fait, ça n'est pas au moment où on remet en cause la Constitution, c'est beaucoup plus large. Donc, c'est quelque chose que j'étudie depuis longtemps. Et voilà quelques notes méthodologiques. Donc, en fait, il faut en fait sortir des chemins les plus connus et faire des observations. Moi, j'aime bien m'inscrire sur les listes de différents groupes de discussion comme ça pour comprendre leur façon de penser. En fait, il faut accepter de redevenir étudiant. Et il faut essayer de comprendre comment ces groupes réfléchissent, parce que de l'extérieur, ça a l'air fou si on a une vision différente des choses. Il faut en fait adopter une nouvelle stratégie de recherche. On fera des erreurs, on se trompera, comment expliquer aux autres. Et donc, il faut faire des erreurs pour qu'ils vous corrigent. Donc, il faut, d'une certaine façon, redevenir étudiant en droit pour se faire corriger et pour comprendre leur façon de penser et de réfléchir. Il faut une certaine résistance mentale pour le faire. Donc, je l'ai fait aux États-Unis, également en Hongrie, où j'ai passé un certain temps. Et il y a cette histoire de la couronne sacrée de Saint-Étienne. Au cours du siècle dernier, cet objet avait une grande place dans la culture hongroise et une des façons de le faire, c'était d'adopter en fait c'est de là des parties de la contre-constitution hongroise, c'est en adoptant cet objet comme symbole. Et il y a dans la Constitution une référence à cette couronne. Où il est dit dans la Constitution, nous honorons cette couronne sainte qui représente la continuité de l'État constitutionnel hongrois et l'unité de la nation. Et c'est une façon de proclamer que la Hongrie revient à ses racines historiques. Lorsque le président actuel, Orbán de la Hongrie, est arrivé, il a fallu avoir un récit qui aille à l'encontre du sien. Mais donc, si vous prenez cette méthodologie au sérieux, on voit que l'attaque sur le constitutionnalisme, il y a un tas de signes annonciateurs. Et je pense qu'il faut en fait en faire le suivi avant que le changement ne survienne. Parce qu'on ne peut pas tenir pour acquis certaines choses, parce qu'on ne voit pas arriver. Et il faut que tout le monde puisse se rendre compte de ce qui va survenir. Merci. Merci Kim. Je vais maintenant passer la parole à Sheryl Sanders, mais je voudrais demander aux participants que s'ils ont des questions, ils pourront les poser par écrit dans dans le chat en bas de l'écran que vous pourrez donc utiliser pour poser vos questions. Merci Adrienne et je suis ravie d'être impliquée
dans ce forum et j'ai, un lien très particulier avec, l'AIDC et donc je suis ravie d'être impliquée et de voir tellement de d'amis, même si c'est uniquement, par écran et j'espère et je suis ravie de voir que ce forum est une très bonne, initiative qui a été faite. Je voulais utiliser ce temps aujourd'hui pour parler de 2 points particuliers. Le premier, c'est les cultures et les constitutions. Deuxième, les, visages extérieurs des constitutions. Mais je ne sais pas si j'atteindrai le deuxième point et je suis ravie que Raoul ait déjà parlé de certaines perspectives entre le droit international et les cultures et j'espère pouvoir en parler moi aussi un peu plus tard. Donc si nous pensions à la culture par rapport aux constitutions, j'ai participé dans différents projets intéressants où nous avons travaillé sur cette question. Donc la culture, c'est un thème, qui reçoit beaucoup des fois de confrontations, pour des raisons très évidentes. Des traditions culturelles sont très font partie, de standards. Donc par exemple, les mutilations génitales, féminines et cela peut être manipulé pour des raisons politiques et ça fait partie d'un assaut ou d'une attaque, constitutionnelle. Il y a bien sûr des exemples, récents et Kim, je pense, en a déjà parlé un peu. Lorsque nous faisons attention à la terminologie de la culture, eh bien, c'est que dans un contexte constitutionnel, il est il faut définir ce qui fait partie d'une culture constitutionnelle. Bien que, comme Kim le mentionne, cela peut aussi régresser. Mais nous essayons d'aller au-delà de ces présomptions sur la culture constitutionnelle. Donc pour pouvoir gérer pour discuter de ce genre de problème, je vais utiliser une définition assez large de la culture de la part de Roger Cottle, qui inclut donc les croyances, les valeurs, les traditions, ainsi que les expériences historiques, des aspects de culture immatérielle et les attachements émotionnels également. Et lorsque je tire des choses de cette définition, nous disons que la culture a une influence envahissante dans la vie humaine et le problème réel, ce n'est pas si, mais plutôt comment est-ce que la culture est importante. Donc par rapport à mon projet actuel, j'essaye d'éviter les débats réguliers sur la culture. Nous pouvons dire que la culture n'est pas homogène, qu'il y a des aspects qui peuvent être compris de différentes manières. Les demandes par rapport à la culture sont souvent contestées à l'intérieur même de ces débats, que lorsqu'il y a une exposition à différentes cultures, cela peut changer. Les cultures et les constitutions peuvent avoir une relation où elles affectent l'une et l'autre. Donc nous pouvons y penser de manière très différente et elle comprend des aspects qui peuvent être compris par la population, mais qui des fois peuvent avoir, des désaccords. Donc comme Kim le disait, c'est comment est-ce qu'on, peut voir que, ces présomptions culturelles affectent le droit. Donc dans le droit constitutionnel comparé, nous ne devons pas seulement distinguer les parties des États et les États, mais également entre les communautés et les politiques. Donc la communauté peut être, la, société dans son ensemble, des classes particulières, la bureaucratie, les avocats, les juges ou d'autres et certaines cultures sont liées à une culture militaire, bureaucratique. Et il est important de comprendre comment est-ce que ces personnes réagissent au pouvoir de ces acteurs. Et ça, c'est une question de culture. Il est parfois nécessaire de diviser aussi la culture constitutionnelle, puisque différentes constitutions jouent un rôle différent. Par exemple, le contraste
entre ce que nous appelons donc les constitutions normatives ou la constitution militaire ou bien la présidence parlementaire. Tout cela fait partie de différents aspects. La manière dont nous pouvons considérer ces différences, eh bien, nous pouvons considérer le cas du Népal. Donc, en ce moment, le Népal tente, avec de grandes difficultés, de s'ajuster par rapport aux cultures qui étaient les plus importantes, par rapport à un État hindou, à des nouvelles traditions, qui constituent aujourd'hui donc un pays démocratique, avec une constitution. Et ceci, bien sûr, inclut des changements culturels dans tous les secteurs que j'ai identifiés plus tôt. La culture peut être pertinente dans plusieurs, aspects. Comme Kim l'a mentionné, des fois, il faut juste, garder l'œil là-dessus. Mais en général, c'est simplement de comprendre comment est-ce que la culture fonctionne. Donc, par exemple, lorsqu'il y a eu des recherches qui ont été faites par rapport à la pandémie qui ont été utilisées dans le monde, bien sûr, il y a des dimensions très intéressantes, des cadres qui ont été utilisés dans différents États et très souvent, les expériences de ces États montrent que les cadres ont été plutôt efficaces et dans certains autres cas, pas tellement. Mais nous devons comprendre si ces cadres peuvent être traduits dans vos propres circonstances et de pouvoir considérer également les autres cadres dans lesquels la culture a pu opérer. Est-ce que la communauté va répondre, et de quelle manière aux autorités? Et ce genre de choses, c'est extrêmement important pour pouvoir tirer, des conclusions constitutionnelles. Avec un deuxième exemple, donc lorsqu'un projet inclut des changements constitutionnels, que ce soit au travers de transplantation ou non, il peut être utile d'utiliser une approche qui maximise les opportunités que la culture actuelle offre et en même temps de minimiser les impacts qui ne sont pas voulus de cette culture. Donc si vous considérez une société qui est divisée, ethniquement parlant, lorsqu'il y a ces arrangements, constitutionnels qui, tirent un avantage de ces différences et de ce que ces différentes ethnies permettent d'obtenir, eh bien, c'est une question qui est discutée dans les arrangements constitutionnels au travers du monde, sans réelle solution à ce jour. Troisièmement, tout changement constitutionnel nécessite un changement culturel et nous avons dû faire face à ceci, et nous devrons faire face à ceci bientôt, afin de donner une voix au parlement australien. Lorsqu'il y aura ce changement, eh bien, il y aura des changements culturels au niveau du parlement, de la bureaucratie, du gouvernement et bien sûr également dans les communautés indigènes, afin de pouvoir tirer un avantage de ce changement. Sinon, ce sera un symbole, intéressant, mais ça n'aura pas vraiment un impact. Et mon dernier exemple, c'est par rapport au langage. C'est, un moyen que nous utilisons pour parler des questions de culture ou des fois c'est même un obstacle. Comme, l'une de mes collègues a mentionné dans un de ses articles, le langage et les concepts de formation des constitutions peuvent faire partie d'un phénomène. Lorsque lorsque l'on traduit cela en anglais, cela ne va pas forcément traduire l'impact qui était dans l'autre pays. Et donc l'état de droit, c'est un des points particuliers. Et enfin, je veux mentionner donc qu'est-ce que les, constitutions disent à propos de la culture? Dans le sud dans les pays sud,
cela peut être, un souci, non pas seulement parce que, il y a une association avec la culture, mais aussi parce que la définition de la culture dans la Constitution, n'a été que présumée. Jusqu'à présent, cela a changé la propriété donc privée de certaines de ces cultures et aujourd'hui, certaines constitutions peuvent, réussir à aller au-delà de ces traditions culturelles qui sont utilisées par les communautés. Les instructions culturelles, notamment pour les tribunaux, par exemple, ces techniques sont utilisées souvent et je pense qu'il y a besoin de faire plus de recherches par rapport à cela. Dans notre ère de mondialisation, c'est très important de considérer ces questions-là. Donc merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Cheryl pour ces remarques très intéressantes et qui, comme je le vois déjà, permettent d'avoir beaucoup de commentaires et maintenant je vais passer la parole à Kevin Tan et j'espère que nous ayons un petit peu de temps pour les questions. Merci beaucoup Adrienne. Oui, merci. Merci de ces ateliers très intéressants pour les universitaires, hein. Nous apprécions tous que si on avait pu le faire, notre carrière hein, aurait pu évoluer très différemment. Mais en fait, je prends très sérieusement ce sujet qui nous a été proposé euh, et je regarde les difficultés méthodologiques en droit constitutionnel. Et ce que j'espère vous faire, c'est vous partager mes réflexions pour voir ce que nous faisons et en quoi ça peut constituer. Je vais partager mon écran avec vous, avec donc deux petites diapos que je vous propose. Voilà la première, où je me suis posé la question, donc comment regarder la méthodologie? Il faut se demander que font les universitaires dans ce domaine avant de regarder ce que on pourrait faire. Et souvent, on fait des choses sans réfléchir à l'aspect méthodologique. On ne pense pas tellement en aspect de catégorie, mais on cherche un sujet qui nous intrigue, que l'on étudie. Et après, on se dit, est-ce que je l'ai bien fait correctement? Donc voilà des grands travaux qui ont cherché à parler de ce que font ceux qui se spécialisent dans la comparaison pour le droit constitutionnel comparé. Donc vous avez ces trois noms à l'écran. Et donc, il y aurait plusieurs choses qu'ils font. Il y a par exemple la question de la classification, de la jurisprudence ou common law, l'histoire, et le changement et la continuité, le développement des idées juridiques. Dans certains cas, on recherche des principes universels. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un bon gouvernement? Qu'est-ce que c'est qu'un système judiciaire indépendant? Et puis, parfois, elle parle de la méthode, du vrai fonctionnalisme. J'y reviendrai. C'est ce que l'on fait, mais c'est également la méthode. On regarde la fonction de différentes institutions, par exemple les agences de lutte contre la corruption, ou comment est-ce que les parlements fonctionnent, ou différentes législations. C'est cette démarche fonctionnelle. Pour terminer, on regarde le contexte, l'expression et l'autoréflexion. Le deuxième auteur, Gunther Frankenberg, il dit que l'on compare des archétypes constitutionnels à l'architecture constitutionnelle
Et l'on compare également les transferts constitutionnels, le partage d'idées, les influences internes et externes. Le dernier auteur, Ron Hershey, voit les choses d'une façon et propose une liste beaucoup plus complète. Donc, et avec des études individuelles par pays qui sont utiles comme outils de comparaison des études approfondies de pays particuliers. Ensuite, il y a les généalogies, la taxonomie avec son étiquetage des différents systèmes constitutionnels et ses classifications. On fait également une étude du droit étranger et de d'autres pays pour trouver ce qui convient le mieux. Et il y a également l'autoréflexion au travers de l'analogie et des contrastes par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire la même chose? Il y a la formation de notions, de concepts au travers de descriptions multiples du même phénomène constitutionnel. Et puis, il y a la contemplation, l'étude de concepts abstraits comme l'identité constitutionnelle. Et enfin, il y a des travaux empiriques également, certaines études sur les arguments de causalité ou de la corrélation entre des éléments multiples. Voilà, c'est un ensemble de toutes sortes de méthodes de comparaison. Je n'ai pas l'intention de les voir en détail ou d'en faire la critique, mais voilà ce que les différentes personnes qui travaillent dans ce domaine font. De temps à autre, on fait une chose particulière, par exemple, des études par pays, mais à un autre moment, on va regarder les choses d'un autre point de vue. Donc, quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer? Cheryl a parlé de la culture et de l'importance du langage, que je regarde sous un angle plus pratique. Par exemple, les unités de comparaison au travers des différents territoires. Il y a des choses qui peuvent être traduites ou qui ne sont pas du tout traduisibles. C'est une des grandes difficultés méthodologiques. C'est difficile de façon très sérieuse si l'on veut regarder plusieurs pays, sauf si on est très doué en langue. Et là encore, on est limité par le nombre de langues que l'on maîtrise. Ça, c'est un des problèmes à surmonter. Il n'est pas insurmontable. Deuxième grand problème à aborder, qui a été abordé par de nombreux universitaires. Il est très difficile de trouver des unités de comparaison comparables. Est-ce que les choses sont vraiment comparables? Est-ce que l'on compare des territoires, tel pays par rapport à tel pays, des traditions, le droit civil, la jurisprudence? Est-ce que l'on va faire la comparaison entre différentes institutions, la législature, la justice? Ou est-ce qu'on regarde par thème ou par problème? Par exemple, comment gérer la diversité religieuse, la liberté de parole, etc. Donc ce sont des problèmes, bien séparés. Une des méthodes dominantes, c'est le fonctionnalisme et l'argument à son encontre, c'est que ça a pu marcher. Donc on étudie un problème, ensuite on dit comment est-ce que d'autres personnes, l'abordent et parfois les différentes institutions que l'on veut comparer ne sont pas vraiment comparables parce qu'elles ne font pas exactement la même chose. Donc un pays A peut aborder les choses que un pays B. La perspective est différente. Là, si on ne veut regarder que le fond, ça va être difficile. Mais on peut avoir des difficultés. Alors,
qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ce sont des obstacles, mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait arrêter de faire du droit comparé. Si l'on ne parle pas plus de 2 langues, par exemple. Et c'est quelque chose qu'il faudrait étudier et ceci appelle à faire plusieurs choses. Et je voudrais faire une proposition avec une variante et il s'agit d'aborder une démarche qui s'appuie sur le problème, à partir d'un problème. De regarder un problème constitutionnel à résoudre. Il faut que ça soit un problème constitutionnel, propre à la Constitution, qu'un État pourrait regarder, étudier et où la Constitution est en jeu. C'est un problème à résoudre. Comment, par exemple, limiter les discours nocifs? Et on peut comparer et qu'on pourrait le découper de différentes façons, au niveau géographique, par exemple. Comment est-ce que les pays asiatiques ou la région de l'Asie le traitent? Et on va voir comment ça fonctionne dans certains territoires en Asie. En fait, ce que l'on va comparer va dépendre de ce qu'on recherche. Il n'y a pas qu'une seule méthode d'aborder les choses. La méthode que nous adoptons dépend de ce qu'on cherche à établir ou à découvrir dans le cas particulier. Et je pense que la méthodologie, c'est un élément important. Il faut y réfléchir soigneusement sans y être contraint, sans s'y contraindre. Et là, je voudrais terminer avec une citation d'un des grands intervenants dans le domaine du droit constitutionnel comparé qui a dit sur la fin de sa vie, il a réfléchi à ce qu'il avait fait tout au long de sa vie et il connaissait 7 langues asiatiques, il les maîtrisait, donc il comprenait beaucoup de choses. Donc il n'avait pas la barrière linguistique dont on a parlé. Il faut reconnaître que les comparaisons, ça n'est pas vraiment une méthode, ça n'est même pas une technique universitaire, c'est une stratégie de discours. Donc lorsque l'on fait des comparaisons, il faut prendre cette histoire de méthodologie au sérieux. De voir ce que le lecteur comprend. Est-ce qu'il comprend ce que l'on veut, là où on veut aboutir? Il ne faut pas dire moi je ne utilise que telle ou telle méthode au fonctionnalisme par exemple, et je n'étudierai le problème que d'une seule façon. Merci de votre attention. Merci Kevin. Merci à tous nos intervenants. Donc, j'ai suivi les questions et maintenant je vais essayer d'en dégager les grands thèmes de réflexion, vu le temps qu'il nous reste. Il me semble qu'un thème commun de ces remarques pour nos 4 intervenants, faut-il regarder au-delà du droit? Est-ce qu'il faut regarder ce qu'on appelle la culture? Et il y a une autre façon de présenter le problème qui peut nous amener à cette contre-constitution de notre intervenante Kip Shapley.
Est-ce que l'on peut comparer le droit, la loi avec les autres formes de contrôle social? Donc là, je pense qu'il y a des nuances, mais il y a des thèmes à peu près communs. Comment comment peut-on décrire sa propre culture constitutionnelle ou la contre-constitution? Comment est-ce qu'on arrive à le dire sans être, infecté par notre propre mode de réflexion? Et enfin, y a-t-il un danger à cette invocation de la contre-constitution que à qui dont on peut permettre la montée? Est-ce que ça pourrait être fou et dangereux, comme l'a dit quelqu'un? Je vais demander aux membres du panel, l'un après l'autre, de bien vouloir intervenir sur ces sujets. Qui voudrait commencer? Je vais peut-être demander là à Kim. Donc par rapport aux questions qui ont été mentionnées, donc d'abord, qu'est-ce qu'une constitution? Donc ici, là, je parle plutôt en tant que sociologue et je vais me référer à un sociologue, éminent qui disait par rapport à ce qu'est une norme, donc ça, c'était avant la pandémie. Donc si vous allez dans un ascenseur avec plusieurs personnes, regardez l'arrière de l'ascenseur et regardez ce que les autres personnes font. Parce que ce n'est pas l'attitude normale des personnes qui vont dans un ascenseur de regarder l'arrière, de se tourner vers l'arrière. Donc c'est comme ça qu'on peut évaluer les normes qui constituent une culture. Pour savoir si une norme est là, eh bien, c'est de voir s'il y a donc des ruptures par rapport à ces normes et comment elles sont considérées. Vous ne voulez pas que les personnes soient arrêtées par rapport à la méthodologie des constitutions, mais c'est lorsque vous pouvez voir la reconnaissance d'un groupe par rapport à une norme qui a été, heu, où il y a un manquement à cette norme, c'est comme ça que vous pouvez l'observer. Donc le fait de manquer à une norme particulière, lorsque vous observez cela, cela divise une société entre l'un groupe qui défend la norme A et l'autre groupe qui défend la norme B. Donc ce n'est pas seulement une violation de normes individuelles, mais c'est quelque chose qui est soutenu par le reste de la foule. Et c'est ce qui a été mentionné, précédemment. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé mes études il y a 20 ans. Mais je dis: «Mais si toutes ces personnes qui se rendent à ces réunions, ils parlaient de la constitution, ils pensaient que la Hongrie avait une mauvaise constitution et lorsqu'ils faisaient partie d'un groupe isolé, il aurait été possible de les ignorer. Mais cette discussion faisait partie de la société. Donc c'est important de faire attention à ces choses-là parce que vous ne savez pas si il y a un moment où vous devrez vraiment vous y confronter et c'est facile de l'éviter, lorsque c'est une conversation qui arrive, qui est assez marginale, mais c'est difficile de l'éviter lorsque ça fait partie de la société. Merci Kim. Raoul, vous voulez en parler? Oui? Merci beaucoup Adrienne. Pour moi, par rapport au fait d'avoir un cadre normatif, la question qui est importante pour moi, c'est est-ce que nous devons faire ça pour une constitution ou pour un tribunal civil? Quelle est la différence lorsque nous restructurons de manière fondamentale les normes? Est-ce que nous utilisons les instruments d'une constitution ou les instruments d'une cour civile? Et pour moi, eh bien, est-ce qu'on doit considérer également la sphère publique? J'essaie juste de rassembler mes pensées. Si nous restructurons les normes dans un code civil, cela permettrait de reconnaître que ces normes doivent résider dans la sphère privée
qu'elles ne doivent pas être ressenties au travers d'institutions larges, d'institutions publiques, mais plutôt les relations entre les personnes. Pour moi, le fait de choisir une constitution pour, recommencer une partie des normes, c'est pour moi une reconnaissance que la manière dont les normes sont formées, ça fait partie d'une institution politique. Je peux voir, merci beaucoup, que, Cheryl et Kevin veulent faire partie. Donc d'abord, nous allons entendre Cheryl. Oui, je sais bien. Par rapport à la question avec laquelle vous avez commencé, comment est-ce que vous pouvez définir la culture constitutionnelle? Et est-ce que vous pouvez définir là où elle se trouve? Ça dépend de l'aspect de la culture constitutionnelle dont vous parlez, puisque c'est un terme très large. Si on prend notre propre pays, par exemple, il y a des choses, où les personnes, n'auront pas beaucoup de désaccords dans le contexte australien, parce que nous considérons que les classes moyennes se conformeront aux décisions des tribunaux et ce ne sera pas débattu. Mais si nous revenons au point de Kim, on peut voir qu'il y a des changements, mais il n'y en a pas suffisant pour dire que la présomption de culture est réellement ébranlée. Si vous voulez avoir un débat sur est-ce que la culture australienne est centralisée ou décentralisée, là, nous pourrions avoir un débat plus important et je pourrais être affectée par, ma propre opinion et c'est également une question qui était, donc, dans la section Q&A. À quel point pouvons-nous juger de manière objective notre propre constitution? Et je pense que c'est une question très intéressante. L'un des avantages, du travail, des études comparées, cela vous permet d'être conscient qu'il y a des choses qui sont différentes, que votre avis peut être différent de celui d'autres personnes. Donc, cela ne va pas forcément au-delà d'un point de subjectivité, mais cela permet que vous pouvez tenter d'aller, vers cet aspect-là et d'éviter d'être complètement subjectif. Souvent, vous comprenez votre propre système de manière suffisante et vous comprenez pourquoi certaines choses sont faites d'une manière particulière et c'est là l'un des défis du travail comparé et Kim, a mentionné des choses très intéressantes, il y a quelques semaines lorsque nous parlions des avantages de vraiment aller de manière approfondie dans une autre constitution différente de la vôtre et nous avons pu tirer certaines conclusions et nous avons vu les défis vraiment. Si vous n'avez pas été formé, si vous n'avez pas vécu dans ce système constitutionnel. Oui, Kevin, merci. J'aimerais essayer de répondre à cette question en regardant l'approche que nous avons par rapport à certains, sujets sur lesquels nous enquêtons, sur lesquels nous faisons de la recherche. Donc en disant par exemple la culture doit être de cette manière et donc ce sont les phénomènes que nous devons regarder ou la constitution doit faire cette chose-là et donc c'est comme ça que nous pouvons la regarder. Je pense que la normativité et il y a 2 points. C'est un cycle qui revient en cercle et qui devient de plus en plus clair. Lorsque vous commencez à aller dans ce cycle, dans ce cercle, lorsqu'on considère qu'il y a, des certaines normes qui font partie de cette constitution. Une fois que nous avons un cadre assez large par rapport à nos recherches, je veux dire alors
regardons une description assez large de cet aspect. Est-ce que c'est un élément de culture, un élément de droit, un élément purement politique? Mais qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain? Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la recherche empirique qui est nécessaire. Au minimum, nous avons besoin de nous immerger, même pour des périodes intensives, dans ces, territoires, dans ces juridictions particulières. Donc, vous regardez une description générale et une fois que vous avez accumulé toutes ces données, nous les analysons et nous les interprétons. Et ensuite, nous revenons, à ce qui est normatif. Et donc, basé sur ce que je viens de faire mes recherches, qu'est-ce qui se passe réellement? Et alors, on pense à ce qui est normatif. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que ce serait utile pour mieux comprendre certains aspects? Et nous espérons que vous pouvez faire un nouveau cycle, de recherche. Ça a été une discussion, heu, très, très intéressante et j'ai eu le droit donc de pouvoir poser une dernière question, d'aller un petit peu au-delà du temps qui nous a été imparti, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Donc je vais résumer ce qui a été mentionné. Donc vous avez tous, mis en lumière l'importance du fait d'aller au-delà du droit et l'une des choses très importantes dans notre domaine, c'est le fait que ce soit multidisciplinaire. Donc Kim, elle dit par exemple qu'elle n'est pas une avocate en, droit constitutionnel, c'est une sociologue. Donc par rapport aux orientations intellectuelles que vous utilisez pour aller vers le droit, en tant que chercheur, qu'est-ce que nous amenons à l'étude des constitutions qui ne fait pas partie des autres disciplines? Peut-être dans l'ordre inverse? Est-ce que Kevin voulait commencer? Oui? Donc votre question, c'est en tant que chercheur en droit, donc formé, qu'est-ce que nous amenons? Une gamme de compétences et une compréhension du droit. Donc nous comprenons les réglementations, nous comprenons comment est-ce que ces réglementations sont mises en place et mises en œuvre et nous avons une compréhension également historique, puisque nous nous posons la question de comment est-ce que ces réglementations ont commencé, ces lois ont commencé. Donc avec ces compétences particulières, il est plus simple de parler des questions normatives par rapport au droit et la compréhension du droit. Donc c'est ce dont nous avons besoin avant d'aller vers cette, enquête multidisciplinaire. Cheryl? Vous savez, nous comparons souvent les différents avocats en droit constitutionnel et les autres, nous amenons différents aspects. Certains d'entre nous sont plus théoriques et parlent plutôt des cadres théoriques et d'autres se focalisent plutôt sur ce qui fonctionne réellement dans le contexte. Et nous, enseignons tous dans la faculté de droit et ce n'est pas seulement à propos des lois, mais vraiment aussi de comment ça fonctionne. Et je suis d'accord avec Kevin, l'une des choses que nous amenons, c'est que nous pouvons comprendre le droit. Et dans d'autres disciplines, sont très utiles pour comprendre, les interactions politiques, par exemple. Mais si vous ne pouvez pas vraiment, avoir un contact très proche avec, le droit, comprendre le droit, il sera très difficile de comprendre le problème que vous avez en face. Et hier, j'ai eu une discussion et nous disions, heu, dans notre constitution, nous sommes des scientifiques politiques, nous n'avons pas besoin seulement du droit constitutionnel. Je leur ai dit: «Mais si, vous en avez besoin d'avoir, ce thème en particulier» et je veux également ajouter que cela dépend des autres disciplines. Si vous pensez, par exemple, par rapport au caractère, du droit constitutionnel, nous nous focalisons
moins sur comment c'est développé dans les États, sur le terrain, des personnes qui sont plus dans la théorie, alors que d'autres se focalisent vraiment sur comment ça fonctionne sur le terrain. Et c'est pourquoi nous devons travailler ensemble. Merci beaucoup, Cheryl. Kim? Oui, moi généralement, je pousse beaucoup les personnes en sociologie d'aller vers le droit et l'inverse est vrai également. C'est difficile de faire la sociologie du droit sans connaître le droit. C'est comme essayer d'étudier un pays sans connaître la langue. C'est une sphère intellectuelle que vous devez comprendre depuis l'intérieur et la seule manière de le faire, c'est si vous le faites vous-même. Donc c'est comme apprendre une langue. Pour les scientifiques, les chercheurs, sociologues qui ont une formation juridique, c'est comme si, vous faisiez, des statistiques sans, connaître les mathématiques. C'est important d'avoir les formations, les connaissances nécessaires pour étudier. Donc les connaissances des avocats uniquement ne sont pas suffisantes. C'est comme pour le droit comparé. Vous ne pouvez pas comparer le droit dans un seul pays. C'est important de comprendre au moins un système, juridique supplémentaire pour pouvoir commencer à comparer. Donc je conseille à tout le monde, voilà, d'aller vers ce domaine, vous trouverez le travail le plus fascinant, le plus intéressant que vous aurez jamais trouvé. Pour tous nos jeunes chercheurs, j'espère qu'ils seront encouragés, même si peut-être ils auront un peu peur de cette description. Raoul, oui, merci Adrienne. Pour moi, le droit, c'est une articulation de ce qui est officiel. Et pour nous, en tant que chercheurs dans le droit, ce que nous amenons, c'est que nous prenons ce mythe de manière plus sérieuse. Pour nous, c'est une manière de gérer la substance, les relations de pouvoir, les relations de dépendance. Pour nous, pour pouvoir évaluer la valeur, c'est une chose très importante dans notre analyse. Donc nous avons été un petit peu en dehors du temps qui nous était imparti et je ne pense pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc maintenant, c'est à moi de conclure cette séance et j'espère, vous revoir plus tard dans la séance suivante. Il y a un lien différent et vous avez reçu ce lien, donc vous ne restez pas, dans cet appel Zoom particulier pour aller au panel suivant et je souhaite remercier les différents intervenants. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure ouverture pour notre forum et j'espère que ça, vous poussera lorsque nous allons explorer les différents articles des chercheurs les prochains jours. Donc je souhaite, que vous me rejoigniez en remerciant les intervenants pour, vos remarques très intéressantes.